Très bien, merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien réveillés pour passer avec moi donc 50 minutes, c'est ça, 55 minutes. On va essayer de parler de la Web Oriented Architecture. On va essayer d'introduire cette notion de transmutation petit à petit. Alors très rapidement, donc je vais juste présenter en quelques minutes Zenexity pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes. Donc Zenexity, c'est un cabinet qui a été créé en 2003, voilà, avec un de mes ex-stagiaires SQLI qui s'appelle Guillaume Bord, voilà, que j'avais rencontré quand moi j'étais le patron. Et puis je lui avais demandé de me développer une application et puis il est revenu me voir 2 jours plus tard pour me dire que c'était fini. Je croyais qu'il se foutait de ma gueule. Voilà. Puis en plus il n'a pas utilisé WebSphere, il n'avait pas utilisé Tomcat, il m'a dit que ça sert à rien. Je dis c'est qui ce garçon-là? Et ensuite une belle histoire a démarré. Ensuite, très rapidement aussi, on a pu travailler avec Sadek Drobi, qui était aussi mon élève à Dauphine, parce que j'ai enseigné à Dauphine, mais j'ai arrêté parce que c'était un petit peu difficile, parce que ça se faisait plutôt samedi. Et ça, c'est pareil, c'était quelqu'un qui comprenait ce que j'expliquais. Voilà, donc il y avait beaucoup d'élèves qui rebootaient en live. Lui, par contre, il arrivait à suivre et monter en charge petit à petit. Voilà, donc je l'ai récupéré. Alors, donc je suis venu habillé en cravate parce que je suis un vieux par rapport à tous les jeunes qui sont là. Moi, j'ai 21 ans d'expérience. J'ai commencé chez AXA, où Claude Bébéard et Claude Tandil sont venus à Centrale pour recruter une vingtaine de personnes. En 91, ils nous ont donné 2 milliards de francs, nous ont demandé de bâtir le système d'information qui allait permettre à AXA de devenir le leader mondial dans la gestion d'actifs. Donc on l'a fait, donc il n'y avait rien, il y avait OS2, C, C++, du COBOL. Il fallait tout bâtir ex nihilo. Donc j'ai travaillé avec les plus grands architectes, beaucoup sont à la retraite aujourd'hui, français, c'était absolument des gens extraordinaires. On a tout codé, tout. Le modèle de composants, on a cannibalisé DCE avec RPC, on a mis en place du NoSQL déjà à cette époque et le tout sur OS2. On avait un gros problème de déploiement en 96. On m'envoie aux États-Unis pour regarder ce qui se fait de bien chez IBM et là je découvre le web et je suis tombé amoureux du web en 96. J'ai quitté AXA, j'ai rejoint SQLI. C'était la superbe société qui montait en puissance, qui dérangeait pas mal. Voilà, donc je suis rentré, ils étaient une trentaine et 6 ans plus tard, ils étaient 1200, 1300. J'étais comme membre du comité exécutif. Bon, c'est devenu une société de service. C'est une superbe réussite, mais c'est pas absolument ce que je voulais. J'ai recontacté Guillaume et on a décidé de créer Zenexity avec pour principal objectif, entre guillemets, c'était sur un canapé, une bière à la main. C'était une croc, je crois, hein, mais non, mais attention, il n'y a pas d'autre relation que l'architecture. Et voilà, mais en fait, l'objectif principal, c'était de créer une alternative à WebSphere, à HJE. Voilà. Donc au début, on pouvait croire que c'était osé. Je pense que sincèrement, l'objectif était atteint. Voilà. Donc un de mes plus beaux projets, donc c'est une très grande banque où j'ai cadré toute l'architecture technique et surtout la trajectoire d'un projet qui a nécessité ensuite des investissements de 1,3 milliard d'euros. Milliards, hein, c'est pas millions. J'ai eu la chance de former plus de 5000 informaticiens. J'ai 7 séminaires, dont un best-seller depuis une dizaine d'années, qui est Urbanisme Architecture Technique. J'ai pratiquement 30-40 personnes par mois dans cet hôtel-là. Là où j'ai rencontré Nicolas Martignol, qui a cherché à se cacher il y a déjà plusieurs mois, avant de découvrir qu'il était en train de chercher un endroit pour faire le Devox. Et quand il m'a parlé de Devox, on a signé quasiment dans la seconde qui suit, on a dit on y va. Alors, pour bien me comprendre, hein, pour bien comprendre, c'est bon, j'ai arrêté la présentation de Zenexity, mais juste pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes. Pour bien me comprendre, il va falloir absolument se décider, d'accord, pour ce qui va se passer, ce que vous allez faire ce week-end. Ok, quel est le vote que vous allez faire ce week-end? Ça n'a rien à voir avec la politique. En fait, ça n'a absolument rien à voir avec la politique, mais j'aimerais bien qu'à partir de lundi 9h, que ça soit un nouveau état d'esprit dans lequel vous allez vous réveiller. 9h, 9h30, ça c'est fondamental. Nos ancêtres, ils nous ont légué une manière de bâtir des applications. C'est sur quoi on vit aujourd'hui. On vivait hier. À nous de bâtir le nouveau modèle de construction d'applications. La principale différence, en tout cas pour moi, pourquoi j'y tiens absolument, parce que je veux absolument bâtir les architectures les plus performantes, les plus flexibles, les plus sécurisées en profondeur, je vais en parler, parce que j'aimerais vraiment pas réimmigrer une deuxième fois, où mes enfants émigrent en Chine. Donc il faut absolument qu'on bâtisse des techniques de construction logicielle qui éviteront que tout ce beau monde qu'on a ici, qui devienne du monde range, ou que devienne effectivement que tout le monde perd son job. Alors, choisissez 3 scénarios. S-1. Bâtir le futur dans 5 ans avec les technos d'hier. S0. Bâtir le futur avec les technologies d'aujourd'hui, qui sont celles d'hier matures.
WebSphere, JE. Alors évidemment, attention, il y a certaines personnes qui risquent d'être choquées. Spring, Flash. Évidemment qu'il y a 5-6 ans, je parlais de Flash. Quand je parlais de JE, en 2001, quand j'ai dit que les EJB, ça ne pourra jamais fonctionner, j'ai tous les gens de BEA qui sont arrivés, ils m'ont dit, votre carrière est finie, c'est n'importe quoi, les EJB, c'est déployé de partout. J'ai rencontré des gens de SQLI, là, il y a 2001. Le patron de SQLI m'a dit, c'est la catastrophe, on va perdre du business, ainsi de suite. Et bon, j'ai toujours l'habitude de dire la vérité. Donc S0, c'est bâtir avec les technos d'hier qui sont matures, qui sont rassurantes aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez lancer des projets aujourd'hui, ils vont commencer à passer en production dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça serait dommage de se retrouver dans 4 ans en train de déployer des technos, mais complètement has-been. Imaginez ce que vous allez raconter à votre fils ou à votre fille quand il va avoir 18 ans, 19 ans. Et il y a S+1. Alors S+1, ça consiste à bâtir le système d'information de demain avec les technologies de demain. Mais aujourd'hui, on les sous-estime. Ils sont faciles, ils sont basiques. Sans frustre. J'ai entendu dire hier, oh, le HTML5, c'est pas encore supporté, hein, c'est pas encore standard. Ah, le JavaScript, ça s'exécute pas sur tous les browsers de la même manière. Facebook, c'est pour les boutonneux. Twitter, c'est pour les voyeurs. En fait, on a l'impression d'entendre des propos de personnes qui ont la chance, effectivement, ils ont 300, 500 € pour sortir de leur cave, de leur grotte. On les voit des fois complètement dépigmentés. Mais je n'ai rien contre, mais il faut qu'ils sortent un petit peu plus. Ok ? Il faut qu'ils sortent. Donc je vais vous demander de... Ben oui, on va en parler. Ben oui, parce que c'est des gens, les pauvres, qui vivent dans ce monde. Ils sont dans leur entreprise, avec des douves, des DMZ, des firewalls de marques différentes, c'est des crocodiles de races différentes pour qu'ils soient nerveux. Ils bâtissent des applications en interne, et puis ensuite ils ouvrent des petits ponts-levis de temps en temps pour les ouvrir aux clients. Et en fait aux utilisateurs externes. Malheureusement, c'est ça la vérité. Et ça se voit, ça se sent. Ça se sent. Et je n'ose plus dire du mal de certaines applications très connues sur le web, parce qu'après, ils viennent me dire, Habib, arrête de taper, s'il te plaît, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire. Et en plus, vous l'aurez remarqué, là, la sécurité consiste tout simplement à éteindre la lumière, empêcher les gens de se connecter au réseau, dire, voilà, on est sécurisé. Ça, c'est un monde qui est fini. Pire, les informaticiens qui font subir aux utilisateurs tous leurs désidérata psychiatriques. Nous avons des développeurs qui codent et qui se battent pour faire tourner une appli. Je clique, du moment que je ne comprends pas ce qui se passe et que ça ne me stresse pas, c'est ça l'essentiel. Quand j'ai fini de cliquer, le clic ultime, j'ai l'appli qui sort, je m'éloigne. Bah oui, parce que je ne peux plus toucher. Je leur demande de faire des tests de montée en charge. Ah oui, je ne savais même pas si ça va tenir en charge ou non. Imaginez demain, on vous vend une maison et on vous demande ah, excusez-moi, ne montez pas avec les enfants, il faut d'abord monter, bouger un petit peu, puis voir si ça va tenir, et ensuite sauter plus fort. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est un autre monde. Ça, c'est un autre monde, et moi, je l'ai vécu de l'intérieur d'une société de services, et souvent, j'avais honte quand on se réunissait au comité exécutif, et puis il y a le petit, voilà, il y a les petits croissants et tout ça, puis j'avais l'impression d'être dans un autre monde quand je descends sur le terrain et quand je vois les codeurs, comment est-ce qu'ils souffrent. Donc en fait, c'est un monde terminé. C'est un monde terminé, c'est-à-dire le RPC, Remote Procedure Call. C'est quoi le RPC? Juste pour l'expliquer de manière extrêmement simple. RPC consiste à faire un appel d'une procédure distante, en oubliant qu'il est distante. C'est-à-dire créer un proxy et s'adresser au proxy. Voilà, c'est comme des malades mentaux qui s'adressent à quelqu'un à côté et part du principe que un jour ou l'autre ça va arriver. Ça vient d'où à votre avis? Ça vient d'où? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ça vient d'où? Ben, ça vient peut-être que vous n'étiez pas né, hein, ça vient des architectures maître-esclave. Il y avait une époque, il y avait le Terminal 3270, quand on touchait quelque chose, il fallait qu'il se taise, l'horloge s'arrête, et puis ensuite il fallait vers le mainframe. On ne peut plus rien faire côté browser tant que le retour n'est pas revenu. Et ensuite, on a continué à bâtir des applications toujours dans le même sens. Tous les middleware étaient orientés complètement synchrones, complètement RPC, c'est-à-dire j'appelle une procédure, et ensuite tout ce qui est marche à ligne, tout ce qui est pliage, dépliage,
Tout ça est complètement pris en charge par l'intermédiaire et on verra que tout ça va être remis en cause. Le stateful, ça c'est pareil, c'est l'invocation de service sur mainframe qui gardait toute la session et de l'autre côté, le terminal, le pauvre, il ne pouvait rien faire. Mais on a continué dans une logique de compatibilité ascendante, de marché, parce que quand on crée un nouveau produit, il faut absolument qu'il soit compatible avec le reste pour que ça marche. Et ensuite, il y a le synchrone, on reviendra là-dessus. Le synchrone, c'est l'approche newtonienne où le référentiel temps est le même pour tout le monde. On verra que ça, c'est... il n'y a même pas besoin de voir, on sait très bien que c'est fini. Alors, là, dorénavant, on est en train de préparer lundi 9h30, rupture totale. Je vais vous demander à tout le monde de rebooter, d'accord? Attention. Donc ça, c'est fondamental. Je vais vous demander de vous relaxer, d'essayer juste de vous laisser traverser par ce que je vais expliquer, parce que je vais perdre mon job, ça va être dur. Ma femme ne va pas être contente parce que je vais devoir replonger dans l'architecture, je vais devoir recoder, tous mes réflexes vont être remis en cause. Donc ça, c'est fondamental de s'y préparer. D'abord, alors c'est un terme qui est utilisé absolument n'importe comment aujourd'hui, c'est REST. Hier, j'ai assisté, bon, je ne vais pas trop dire les noms, mais une requête REST. C'est réduire REST à un gestionnaire de requêtes, pire, HTTP serait une catastrophe. Je vais essayer d'en parler un petit peu. Donc on a REST, il y a le stateless, il y a le mode asynchrone. Voilà, asynchrone, relax. Soyez relax. Soyez relax, c'est-à-dire quand vous allez bâtir des architectures, il faut qu'elles soient complètement asynchrones. C'est quand on est un joueur un lanceur de marteau, quand on est un golfeur, quand on est un vrai sportif, il faut se relaxer pour aller vite. Si vous êtes complètement ready, ça ne sert à rien. Et bien ça, c'est l'asynchronisme. Donc finalement, on va se rendre compte qu'au pour être performant, il faut aller vers l'asynchronisme. J'ai cherché des images sur Internet, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé comment représenter ce nouveau monde. Voilà, ce nouveau monde, comment le représenter, je ne sais pas. Alors, les enfants de la transmutation. Qui sont les enfants de la transmutation? Qui sont ces gens qui ont la première fois compris qu'il fallait absolument appliquer ces principes? On va trouver Google, Facebook, Yahoo, Twitter, eBay. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que Google, c'est extraordinaire, c'est bon, c'est la fin d'une manière de faire des applis. Non, ce qui m'intéresse chez Google, ce qui m'intéresse chez Facebook, encore une fois, c'est juste leur technique d'architecture. Tous ces gens-là, pour démarrer, donc Google par exemple, il a démarré en même temps qu'en France, on bâtissait la bibliothèque de François Mitterrand. Là, d'un côté, il y avait des petits adolescents, eux, ils étaient, enfin, des jeunes boutonneux qui ont dit, on va organiser l'informatique, on va organiser l'information dans le monde. Et de l'autre côté, ils ont dit, on va bâtir des bibliothèques, une bibliothèque nationale. Voilà, on voit bien comment est-ce qu'on est parti. Hein. Ok, donc aujourd'hui, on a Google et on a le 14e. Alors ces gens-là, ils ont complètement remis en cause, ils se sont dit, ok, nos ancêtres sont tous au cimetière. Voilà. Donc ça, c'est fondamental, ils sont tous au cimetière. Mais bon, aujourd'hui, il y a des applaudissements. Mais moi, il y a 7 ans, avec Guillaume, quand on partait le dire à des clients, il y avait des gens qui partaient. Attends, mais la Bible, lui, qu'est-ce qu'il a? Quand on parlait du web, quand on parlait que Corba était mort, quand on parlait des EJB, il y a des gens qui partaient. Il y avait des développeurs qui ne comprenaient pas. Lui, il est heureux de 100 clics. Donc c'est les grands, ce qu'ils ont fait. Ce qui est fondamental, ce qui ont fait le web aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, ils se sont réveillés un matin, ils ont dit, plus jamais on fera les applications dans une logique complètement RPC, stateful et synchrone. Ils vont faire du REST, du stateless et de l'asynchronisme total. En fait, tout est question d'architecture. Plus précisément de style d'architecture. Un style d'architecture. C'est quoi un style d'architecture? Moi, je vous donne un exemple. On n'aurait jamais pu faire le viaduc de Millau si on n'avait pas inventé ces nouveaux styles d'architecture. On n'aurait jamais pu le faire. Jamais on n'aurait pu le faire. Donc il y a des gens qui ont osé, qui ont pris des risques. Je ne suis pas en train de vous dire, ouais, si vous choisissez l'autre style d'architecture, vous allez, placer plein de régies, faire des applis moins chères, augmenter la volatilité, la flexibilité, la maintenabilité, la performance, réduire les coûts. Non, je ne suis pas en train de dire ça, ça peut être pire. Ça peut être pire. Ça peut être des technos, effectivement, surtout dans la phase d'apprentissage. Voilà un autre style d'architecture. C'est-à-dire, avec le style d'architecture à droite, on peut prendre toute la pression qui est là, tout le poids qui est là, et par un jeu tout simplement de contrôle et de directivité des contraintes, on peut emmener la pression à 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Ça donne beaucoup plus de possibilités, ça ne veut pas dire que c'est simple. Attention, dans beaucoup d'entreprises,
On n'est même pas conscient de la notion de style d'architecture. Comme c'est immatériel, on ne se rend même pas compte. Moi, j'ai vu des horreurs. J'ai vu des maisons construites sur des autoroutes. Mais on ne se rend pas compte. C'est-à-dire un développeur, il se réveille un matin, il voit que l'autoroute est libre parce que elle est fermée pour une raison X ou Y, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et puis il fabrique, voilà, il construit sa maison sur l'autoroute, il est tout heureux. Il ne se rend pas compte, c'était pas prévu. Et puis ensuite, le lendemain, quand tout le monde revient, il y a des embouteillages, c'est la catastrophe. Du coup, on débloque des budgets pour faire une énorme rocade, on met des ascenseurs pour passer les voitures. Et là, et en fait, on ne se rend pas compte. Les développeurs, eux, ça bave de partout. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les ingénieurs, c'est encore, les patrons, c'est encore pire. C'est carrément, c'est à peine s'ils allument les anti-brouillards, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils essayent de gérer la problématique. Mais nous, moi, quand je débarque, je vois que c'est des catastrophes. Et comme c'est immatériel, on ne se rend pas compte. Comme c'est immatériel, on ne se rend pas compte. Ça donne des styles d'architecture comme ça. Ouais, nous avons notre style d'architecture. Ben, c'est normal, c'est à force de recruter des régies qui changent, des gens démotivent l'offshore. Hein, je veux bien, moi, aller chercher les débutants. Je vais dire ni marocain, je suis d'origine marocaine, ni roumain, ni vietnamien, ni malgache. Mais c'est des gens, effectivement, qui sont en apprentissage. J'ai même connu un client qui recrute je ne vais pas dire nationalité, en couple, pour réduire la nuitée d'hôtel. C'est dire jusqu'où. Alors, c'est évidemment, voilà ce que vous obtenez. Après, il est fier de son style d'architecture. Ça, c'est pas bon, on n'est pas. Ça, c'est un autre style d'architecture. C'est l'hyper-flexibilité, évolutivité, l'hyper-abstraction, la généricité, afin de rendre l'utilisateur heureux, de pouvoir répondre de manière très rapide à toutes les demandes d'évolution, comme abattre le mur, je vais mettre quand même un escalier, on ne sait jamais. Mais ça, c'est hyper-flexibilité, Oui, il faut prévoir, attention, on ne sait jamais, il faut prévoir. Mais prévoir quoi ? Donc ce qui est important, c'est de prendre l'horizon pour être le bout du monde. Aujourd'hui, on a la certitude, et il est aisé de le démontrer, qu'il est plus facile de défaire et refaire que de construire un système hyper générique, hyper réutilisable, qui coûte une fortune à maintenir, avec le risque de surcroît de ne jamais tomber dans la zone de confort de la flexibilité que vous avez prévue. C'est-à-dire l'utilisateur peut taper complètement à côté. Et évidemment, on va toujours trouver des explications complètement liquides, gazeuses. Il y a des spécialistes qui vous noient l'utilisateur sans aucun problème. Il ne peut même plus respirer. Alors je ne vous dis pas les architectes, les développeurs qui génèrent du code. Oh, c'est pas grave, ça bouffe pas. C'est pas grave, c'est généré, ça sert à rien, mais on ne sait jamais s'il va ouvrir une porte. Mais ça, c'est ma vie avec les développeurs. Ça, c'est ma vie avec Mais à un moment donné, attention, c'est pas des choses négatives que je dis sur le développeur, mais attention, ça, c'est la réalité opérationnelle. OK ? Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est tout ça, il va falloir arrêter et passer à un autre monde qui est plus basique, qui est frustre. On a l'impression que ça va pas permettre à certains développeurs d'exprimer ce que j'appelais les desiderata psychiatriques. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie, qui ont besoin de le prouver, quoi. Je ne vais pas parler de Java Champion, je n'ai rien contre, hein, évidemment, et qui ont besoin d'exprimer leur capacité à maîtriser des techniques hyper tordues. Non, on va faire le web. Alors moi, j'ai posé une question très simple. C'est quoi le web ? Qui peut me répondre ce que c'est que le web ? Là, j'ai demandé à un courageux. J'ai besoin, moi, de ça. J'ai besoin qu'on me réponde. Est-ce que quelqu'un, un courageux, quitte à ce qu'il se cache ? Bon, un premier pas. Voilà, c'est un petit bébé qui vient de faire un premier pas. Ensuite, URI. Voilà, je viens de faire un mash-up de définition. Voilà, je viens de faire un mash-up, effectivement. Donc le web, c'est bien HTTP plus HTML plus URI. Ça, c'est fondamental. Et vous allez voir qu'avec ces trois techniques, ces trois concepts, ces trois standards, on va pouvoir tout bâtir. Mais c'est sûr, c'est choquant. Tous ceux qui ont grandi en achetant du WebSphere, du Weblo, en achetant un produit, une techno, en vivant des moments heureux au restaurant avec les commerciales ou les commerciaux, les patrons qui avaient un bouc émissaire. Vous savez, quand le développeur il bâtit la maison sur l'autoroute, il fallait que
voilà, qui s'adresse à IBM, qui s'adresse à ex-BEA ou à ex-Oracle aujourd'hui. En fait, il n'y a plus rien à acheter. Il n'y a plus rien à acheter. L'ère du logiciel, l'ère de l'édition logicielle, c'est terminé, c'est fini. C'est fini. C'est comme, ça, il était une fois, on achetait du hardware. Puis ensuite, c'est pas important le logiciel qu'il y avait dessus. On essayait de s'en contenter. C'est comme aujourd'hui, vous achetez une télé, il n'y a pas très longtemps, vous achetez une télé, puis vous faites avec le soft qui est dessus. Ah oui, c'est minable, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous faites avec la télécommande, elle est complètement catastrophique, mais vous faites avec. Demain, on ne va plus accepter ça. Et bien, c'est exactement la même chose qui est en train de passer avec le software. Aujourd'hui, c'est fini. D'accord? Aujourd'hui, on va plus travailler les aspects architecture et on pourra développer les applis avec n'importe quelle techno derrière, côté server-side. Après, c'est même pas très important, allais-je dire, entre guillemets. Bien sûr, il y a les technos qui subsistent, qui marchent, sont celles qui survivent. Il n'y a pas de techno mauvaise qui survit. Il n'y a que les bonnes technologies viables qui survivent. Par contre, il peut y avoir un mauvais choix stratégique ou une mauvaise mise en œuvre. Donc il y a beaucoup de frameworks aujourd'hui, il y a beaucoup de techno qui marchent, mais du moment qu'on va utiliser le web, c'est le plus important. OK? Alors, à partir du web, qui utilise le web ici? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Non, il y a des fainéants là qui ne répondent même pas. Normalement, c'est à cette question-là, ce serait bien de prendre une photo sans rappeler et la laisser pour les, voilà, pour les petits-enfants. Qui utilise le web? Mais il y a 2 milliards d'humains, à moins que ce ne soyez pas des humains. Mais tout le monde utilise le web. Mais peut-être que quand vous dites le web, vous êtes au même niveau que la mémé ou que le PP qui clique sur des liens. Donc vous n'avez pas envie. Tout le monde utilise le web aujourd'hui. C'est une techno que tout le monde utilise. On sait sécuriser le web. On sait faire monter en charge le web. On sait administrer le web. On sait exploiter le web. Ben, c'est une formidable opportunité de tirer le meilleur parti de tout ce qu'on maîtrise pour bâtir des architectures qu'on va appeler la OA. C'est arrivé petit à petit. Donc la OA, le web, c'est arrivé petit à petit. On ne s'en est pas rendu compte. C'est commencé à gratter, peut-être à grappiller tout ce qu'on fait au quotidien. Et puis à un moment donné, on s'est réveillé, on s'est rendu compte que le web, il est dans toutes les applis. Il est dans toutes les applications. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va bâtir des applications dites OA. Quand je dis une architecture OA, c'est une architecture qui consiste à développer des applications en n'utilisant que ces standards-là. Et rien que ces standards. Je vais donner un exemple extrêmement simple. On va être très concret. Imaginons que vous voulez construire une application dans votre entreprise. J'ai horreur du terme enterprise. Vous voyez, moi aussi j'ai des problèmes de désidérata psychiatrique. Quand je dis entreprise, j'ai peur. J'ai peur, voilà, effectivement, j'ai peur de JBoss, j'ai peur de WebSphere, j'ai peur de Weblo, ça m'angoisse, des jeux JB qui reviennent, ainsi de suite. Donc, imaginons une application d'entreprise. J'ai une gestion de client, une gestion de contrat, gestion de garantie, de prestations. Si je veux bâtir une application complètement OA, ou un système d'information complètement OA, imaginez contrat, client, garantie, prestation qui s'exécute exactement comme s'exécute Wikipédia. Mais attention, vous n'avez pas que du contenu. Vous n'avez pas que du contenu. Vous avez des contrats, des garanties, des prestations. Donc je fais une recherche full text, Habib Gargachi ou HGU, ou GUER, et puis il va me chercher toutes les personnes dont le nom commence par GUER. Quand je vais cliquer dessus, je vais aller chercher, comme si c'était du contenu, mais je m'en fous de ce que c'est. Je vais faire une requête, HTTP GET, en l'occurrence, et puis ensuite il va me renvoyer la réponse. On verra que je vais négocier la réponse. Est-ce que je veux du HTML? Est-ce que je veux du XML? Est-ce que je veux du JSON? Est-ce que je veux un PDF? Est-ce que je veux du texte? Est-ce que je veux de la voix? Est-ce que je veux une vidéo? Ça, c'est pas ça ce qui est important. Faut-il encore que le service de l'autre côté ait été conçu, réalisé pour supporter toute cette négociation? Et quand je vous dis l'état des services aujourd'hui, vous savez, je vais revenir à un des slides.
C'est je clique, je prends un composant quelconque, je ne vais pas encore taper sur les EJB, je clique, ça me sort énormément de code et ça, tiens, c'est Jacques RS, c'est Jacques WS, j'essaie toujours de... Et ça, on appelle ça un web service. Non. Donc l'objectif est, une fois que j'ai récupéré ces infos, eh ben, j'ai Habib Gargashi, j'ai toutes les données d'Habib Gargashi. Une des données d'Habib Gargashi, c'est l'adresse. Voilà. J'ai une ID d'adresse que je récupère. Mais en fait, précisément, j'ai l'URI de mon adresse. Elle est où mon adresse? Elle est où mon adresse? C'est une autre ressource. En fait, quand j'ai accédé à la base client, quand j'ai appelé le service client, il me renvoyait toute la structure de mes données, mais un des éléments qui m'a été envoyé, c'est l'URI, et quand je clique dessus, je peux me retrouver en train de chercher mon adresse de l'autre côté de la France. C'est un service publié par la Poste et qui permet de récupérer le détail de mon adresse, qui lui, elle est à la Poste. Mais quand je récupère ce détail, j'ai le code postal, un exemple très simple, et si je veux avoir le libellé du code postal, je peux parfaitement aller chercher ce libellé, c'est-à-dire la Poste me renvoie une URI pour aller pointer sur le libellé du code postal, qui peut être long, qui peut être court. Sinon, dans des régions où la langue peut être différente en fonction de... On peut imaginer que j'appelle le bon URI pour qu'il me renvoie la bonne description de la localité. Donc imaginez votre système d'information complètement à la Wikipédia. Je vous laisse savourer en quelque sorte ces moments où c'est peut-être en train de prendre forme, en train de tisser complètement sa toile, hein, au sein de votre connexion neuronale. Évidemment, certains vont souffrir, parce que c'est lui qui est habitué à développer des applications. Requête, question, réponse. Et je ne vous dis pas, hein, c'est quand l'utilisateur clique sur une question, c'est figé. Puis rien ne bouge. La requête qui part, ça a l'impression que c'est le grand voyage. Ça part. L'utilisateur, des fois, il a un temps de réponse d'1 seconde. Des fois, il a 2 secondes. Je fais des formations pour les utilisateurs finaux. Je tiens absolument à continuer à être sur le terrain. Je continue toujours à entendre des messieurs, des dames d'un certain âge. À l'application aujourd'hui, il a l'air d'être fatigué. Ben, ce matin, il était en forme. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que les applications, de l'autre côté, c'est des humains qui pédalent ou quoi que ce soit. Mais c'est grave. Parce que... Donc, une fois j'ai cliqué sur ce bouton, le grand voyage, je vais vers les traitements côté serveur. Il y a ma session, vous savez, qui sont tous partagés côté serveur. C'est normal, il y a des sessions qui vont bouffer une mémoire pas possible, il y a d'autres sessions qui bouffent très peu. Il suffit que 3 ou 4 utilisateurs lancent une grosse édition PDF côté serveur, vous avez le serveur qui étouffe et tout le reste doit faire la queue. L'utilisateur, il attend de l'autre côté. Et ensuite, pour une raison X ou Y, au niveau de la base, la donnée n'est pas là. Et puis vous avez un beau code retour qui remonte. Foreign key error. All your data will be lost. Are you OK? Il y a un seul bouton OK. Parce que le type qui a codé, il n'a rien prévu. Il n'a rien prévu. Ah oui, il n'a pas prévu tout ça. Vous croyez que l'utilisateur, lui, il va appuyer sur OK? Non. Et ça, vous vous rendez peut-être pas compte. Peut-être certains s'en rendent compte. Cet utilisateur, lui, il a des aigreurs d'estomac après. Il stresse. Il va prendre des calmants. Il va rentrer, peut-être qu'il va taper sur le policier, qu'il va taper sur le gardien. Au pire, que le lendemain, il va avoir peur de revenir. Il va avoir peur, parce qu'on va peut-être lui reprocher de ne pas avoir saisi le contrat, alors qu'il a... Et tout ça pour faire du RPC, pour faire du synchrone. La OA va vous proposer des approches complètement différentes. Donc je suis dans une approche complètement asynchrone, même si le terme ne me plaît pas, hein, mais on n'a que 50 minutes, 55 minutes, je suis obligé de parler d'asynchrone. Mais le problème n'est pas asynchrone, l'asynchronie, on s'en fout, synchrone, asynchrone, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la relaxation temporelle, ce qu'on appelle la relaxation temporelle. Ça, je vous donne un exemple très simple, c'est que, je vais prendre un exemple, il y a madame, je vais vous piquer ça, ne vous inquiétez pas. Ici, si j'ai un compte bancaire sur lequel j'ai 100 €, là, je vais mettre un crédit de 50 €.
D'accord? Et là, je vais faire la requête. C'est mon banquier ici. J'ai combien? Là, je vais mettre un crédit de 50. J'ai 100 de solde. À cet instant-là, j'ai combien sur mon compte? 100. À cet instant-là. 100. Vous pouvez me donner votre main pour que tout le monde la voie, s'il vous plaît? Et à ce moment-là, j'ai combien sur mon compte? 150. 100. Mais on voit que la OA qui rentre là. Alors, c'est exactement ça, ce qu'on appelle les référentiels temporels, ce qu'on appelle l'asynchronisme, ce qu'on appelle la relaxation temporelle. Dans mon référentiel temporel à moi, j'ai 150. Moi, j'ai 150. Un jour ou l'autre, si tout s'arrête, il n'y a plus que ma transaction qui vit. Elle finira par arriver. On appelle ça la fenêtre d'incertitude temporelle. Alors là, évidemment, j'ai plein de développeurs qui me disent « Mais ça ne va pas, non ?» Mais si l'utilisateur se connecte à la base de données, il va se passer quoi? Voilà, les réflexes, le stress. Ce problème-là ne peut pas être résolu par l'architecture. Il est résolu par l'infrastructure. Je vais adapter mon infrastructure pour m'assurer que la fenêtre d'incertitude temporelle va être réduite. C'est le principe. Donc en fait, on ne bâtit pas des applis qu'on essaye ensuite de rendre performantes par le code. Non, attention, on bâtit des architectures qui doivent être infiniment scalables. C'est ce qu'on appelle la scalabilité infinie, souvent on l'appelle horizontale. C'est-à-dire en fait, c'est plus je rajoute de la ressource physique, plus je vais pouvoir augmenter la capacité de traitement. Mais heureusement que j'ai conçu une architecture complètement asynchrone. Et heureusement que Google l'a fait. Heureusement que Facebook l'a fait. Si Google ne l'avait pas fait, s'il avait pris, allez, on va dire WebSphere, ce qu'il a fait souffrir tellement de mes gars. Moi, je me rappelle, j'avais des personnes qui devaient se réveiller à 3 heures du matin pour aller rebooter, pour gérer un numéro hélique. Google n'aurait pas pu survivre, même la moitié de l'électricité américaine n'aurait pas suffi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est d'imaginer maintenant relaxer partout. Relaxer partout. Et bien, ce que vous allez perdre côté technique et côté défouloir à utiliser des outils hyper complexes et construire des frameworks pour gérer la complexité. Et une fois que vous avez réussi à gérer un petit peu la complexité, là je parle de Spring avec l'injection de toutes les catastrophes, et ensuite chercher à faire oublier tout le monde que Spring n'était pas né pour résoudre des problèmes qui, eux, ont disparu. Donc du coup, on va continuer à fourguer du Spring. Oubliez tout ça, vous allez utiliser que du web, mais du coup, vous allez vous éclater à construire des architectures d'une complexité absolument phénoménale, qu'on appelle la OA, mais qui est basée sur des principes hyper simples. Mais attention, du coup, vous, développeurs, vous allez monter en puissance. Vous allez monter en puissance côté fonctionnel. Oh, l'horreur! Oh, l'horreur! Moi, ça me rappelle les agriculteurs. Vous savez, je vis avec les agriculteurs. Je ne suis pas qu'un citadin. Il y en a beaucoup qui souffrent de ça. C'est le vieil ton, tout se faisait avec les bras. Ils étaient musclés, faisaient tout avec les bras. Au moins, à la fin, ils avaient mérité leur quotidien. Aujourd'hui, tout est en tracteur, tout se fait de manière mécanique, et ainsi de suite. Ben, attention, il va falloir aussi que vous changiez. Il y a beaucoup de choses où il n'y a plus besoin de les faire avec autant de complexité. Donc, ce qui est fondamental pour continuer sur mon application, c'est que l'utilisateur va faire une saisie quelconque. Au moment où il va cliquer sur un bouton, ça part quand ça part. Je sais. Ça part quand ça part, et il y en a plein qui disent « Mais Habib, qu'est-ce qu'il raconte ?» Ben oui, ça part quand ça part. Si on veut que ça parte vite, il faut qu'on se débrouille pour que ça parte vite. S'il n'y a pas de réseau, ça ne va pas partir. Et quand le réseau revient, ça va partir, comme diraient les inconnus. Ça va partir. Moi, je vis des moments de bonheur toujours absolument extraordinaires. Je peux vous garantir, j'ai toujours la chair de poule quand j'utilise Google et quand je suis dans le train vers la Normandie, et la 3G qui n'arrête pas de couper. Mais c'est extraordinaire. Et j'expérimente l'idempotence. J'expérimente réellement ce que c'est que la OA et la puissance de la OA. Mais quand je suis sur mon compte bancaire,
celui de Zenexity. Mais c'est la souffrance. Ça ne marche jamais. Je suis obligé d'attendre d'arriver chez moi pour avoir du gros débit. Et ensuite, Zenexity qui n'arrêtait pas de croître. Du coup, j'étais obligé de se dire, les paye vite fait pour eux. Bah oui, la session. Je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu. Bah oui, à un moment donné, j'étais obligé de faire des allers-retours juste pour titiller le serveur pour qu'il... Ah, c'est bon. Habib est toujours là. C'est aussi ridicule. Et il y a des développeurs qui ne se rendent pas compte. Alors, évidemment, il y a des utilisateurs ici qui me disent oh, ça marche. Ils me disent ça marche. Pour eux, ça marche. Le fait que ça marche, ça suffit. Donc, une fois que j'ai saisi ma requête, bah, ça part quand ça part. Voilà. Une fois c'est parti côté serveur, bah, c'est pareil. J'arrive côté serveur, bah, je cherche à la traiter le plus rapidement possible. Après, on peut aller vers l'asynchronisme, mais ça, Sadek pourra en parler, Guillaume pourra en parler beaucoup mieux que moi. Donc là, on va mettre en place ce qu'on appelle les principes de réactivité. C'est pas qu'asynchrone, mais c'est aussi réactif. Et on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que toutes les requêtes soient relaxées. Ça revient quand ça revient, ça repart quand ça repart. Et j'en parle exprès pour vous pousser vraiment à rebooter. Mais c'est vrai que c'est désagréable. Vous savez, c'est comme si voilà, vous changiez de chaussures. Vous avez de vieilles chaussures avec toute la trace de vos pieds bien dedans. Quand vous rentrez, vous êtes bien. Ils sont complètement déchirés, vous n'osez pas les jeter. Là, c'est des chaussures tout neuves. Vous allez vous sentir mal à l'aise. Voilà le principe, en tout cas, de la OWASP. Pour le résumer, c'est tirer le meilleur parti de tout ce qu'on sait déjà faire sur le web. Et en fait, vous allez utiliser toute votre intelligence, tout votre génie pour bâtir cet asynchronisme, pour bâtir ces services fonctionnels, au sens fonctionnel du terme, ce qu'on appelle la compensation fonctionnelle. Qui a déjà lu ou vu ou aperçu ce mot-là? 1, 2, 3, 4, 5, 5%. Bon, et on voit qu'il y en a, comme par hasard, et effectivement, non, j'allais dire une bêtise. Ok. Certaines personnes. Les autres n'en ont jamais entendu parler. Ben écoutez, au moins ça me fait plaisir. Vous allez vous en rappeler. Je vais au moins vous apprendre quelque chose, c'est fondamental. Ben c'est voilà le plus utilisé des serveurs d'applications aujourd'hui. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. Quand j'imagine qu'une grande institution de gestion de la retraite, gestion des chômages, des chômeurs, utilisent des architectures. Peut-être qu'ils sont là, mais il ne faut pas m'en vouloir. Attention, l'objectif pour eux, c'est le résultat. Okay, je n'ai absolument rien contre personne, j'ai un infini respect pour tout le monde. La preuve, c'est que ces personnes-là sont là. C'est pour évoluer, pour mieux faire. Et je discutais avec lui il n'y a pas très longtemps. Je dis, attendez, vous avez souffert avec votre appli, vous imaginez, comment vous avez fait pour améliorer les perfs? Oh, on a acheté un autre serveur, je ne sais pas, il y a quelques centaines de processeurs dessus. Pour lui, en fait, il ne se rend pas compte que avoir autant de processeurs, autant de serveurs d'appli, quand on imagine les coûts de maintenance, les coûts d'évolution, ben, quand vous arrivez voir le DSI ou le patron, vous lui dites, si vous m'écoutez, voilà, je vous propose du jour au lendemain de gagner 1 million d'euros par an. Voilà. Et il va vous dire, non, ça c'est un commercial. C'est souvent ce qu'on me dit. Non, Habib, c'est un commercial. Ah oui, mais je suis désolé. Hein, donc aujourd'hui, vous pouvez parfaitement bâtir vos applications sans absolument aucun serveur d'application. Alors, HateOAS, d'ailleurs qui pose un problème en France. Hein, donc j'ai essayé avec Guillaume et tout ça de trouver un autre terme plutôt français et éviter effectivement l'amalgame. Donc, Hypermedia as the engine of application state. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement que on va bâtir toutes nos applications en faisant en sorte qu'elles soient complètement autonomes, indépendantes l'une des autres. Imaginons, j'ai l'application client qui gère que le client. Mais attention, il y a une autre appli qui gère l'adresse. Les applications qui gèrent le contrat. L'appli qui gère le contrat, ben, elle est découpée en plusieurs applis, mais rien à voir l'une avec l'autre.
oubliez le foreign key error, le foreign key, oubliez les bases de données relationnelles. On s'en fout maintenant des bases. Mais je veux des applis complètement séparées l'une de l'autre. N'ayez pas peur, allez-y. Séparez-les. Découpez-les. Donc j'ai mon application client, l'appli gestion des adresses. Imaginez même l'appli. Il y a une espèce de petite marmite, là, c'est la base de données. Le traitement, on va l'appeler ça un service. Et par-dessus, il y a l'IHM. D'accord? Imaginez toutes vos applis. Vous en avez 10, 15, 20. Mais n'ayez pas peur, découpez. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent toujours développer une appli avec une énorme marmite. Dans mon référentiel, c'est un couscoussier dans lequel on trouve tout, y compris les chaussures, tout et n'importe quoi. Ce qu'on appelle les grosses bases de données, tout ça, parce qu'ils veulent garantir l'intégrité référentielle. Ben oui, Abby, il ne faut pas qu'il perde ses chaussures, donc il faut les mettre aussi dans le couscoussier. Donc ça, c'est ridicule aujourd'hui, c'est bon, on a pris suffisamment de recul. On a pris suffisamment de recul. Une fois que vous avez découpé toutes ces applis, maintenant, ça va être HateOS qui va fonctionner. Ça veut dire quand je vais lancer la saisie de mon client, je saisis mon client, je crée mon client, puis à un moment donné, mon client va demander de saisir l'adresse. Eh bien, le client, il sait où est-ce qu'il traite ses adresses. Donc il va me renvoyer l'URI de saisie de l'adresse. Je vais saisir mon adresse, mais mon adresse va rentrer dans le système de gestion d'adresse. Mais Habib, la transaction, il est où? Le DTP, Distributed Transaction Protocol, il est où XA, il est où XA+, il est où l'acidité, l'atomicité, la cohérence, l'isolation, la durabilité, il est où mon commit, il est où mon... Ah, c'est fini tout ça. C'est fini. Aujourd'hui, on ne cherche plus à faire des transactions acides, on va chercher plutôt à faire des transactions dont l'atomicité et l'isolation sont complètement relaxées. Relax. Eh bien, si mon adresse ne rentre pas, qu'est-ce que je fais? Évidemment, j'ai envie de vous dire, parce qu'on me raconte toujours, mais si l'adresse ne rentre pas. Ah, d'accord. Aujourd'hui, ils vont me poser la question, aujourd'hui, parce que vous êtes en train d'apprendre. C'est nouveau, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Moi, j'ai envie de répondre d'une manière simple. Ben, écoutez, faites en sorte qu'elle passe. Ben oui, parce que quand vous allez dans un distributeur de billets de banque, qui a retiré des sous dernièrement? Madame, elle a tiré des sous. Quand vous avez tapé votre numéro de code, vous avez tapé la quantité de billets. C'était combien? 80 €? 100? Voilà. Puis quand vous avez cliqué sur OK, vous entendez le bruit. Vous avez paniqué que la courroie nous glisse, ou que le billet, juste à un moment donné, il remonte. Oh, attendez, si jamais le billet, il tombe. Ben, il n'y a pas d'acidité. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand il y a le concept tout neuf, à chaque fois qu'il y a une problématique, au lieu de chercher comment le résoudre, comment résoudre la problématique et trouver la solution innovée, non, vous mettez derrière le carrosse et vous me posez la question, mais qu'est-ce qui se passe si mon adresse n'arrive pas? Débrouillez-vous. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que le service, maintenant, il y a une autre réponse. Il faut absolument construire le service pour créer la réponse, pour créer la requête. Si la requête n'arrive pas, ben c'est super, on est en reste. On est en reste, notamment, il n'y a plus cette notion de distribution. Il n'y a plus cette notion de transparence. Ça veut dire que c'est moi, appelant, qui prend tout en charge pour s'assurer que l'appelé reçoit la question. C'est terrible. C'est l'appelant qui fait tout le travail pour s'assurer que l'appelé reçoit la question. Et bien, s'il ne la reçoit pas, eh ben, il en reprendra une deuxième. Et bien, je retente une troisième fois. Je retente une quatrième fois. Si par hasard, pour une raison X ou Y, l'appelé reçoit la requête 2 fois, il va l'exécuter 2 fois. C'est pas grave. Vous avez mis en place ce qu'on appelle des services idempotents, des traitements métiers idempotents qui font que f de x égale f de x. Si j'exécute 2 fois, ça passe quand même de la même manière. On ne bâtit plus les services de la même manière. On ne bâtit plus les traitements métiers de la même manière. On ne fabrique plus les avions de la même manière. On ne fabrique pas des avions en bois. Hein. Il y a longtemps. Donc on utilise des matériaux composites. Il y a des matériaux composites, vous les prenez comme ça casse. Vous tirez dessus, vous mettez des centaines de tonnes, ça ne casse pas. Et il y en a plein qui disent, on ne sait jamais.
Hein, on ne sait jamais, pour une raison X ou Y, que l'aile, en plein vol, et change d'avis. Au lieu de tirer comme ça, il se décide tout d'un coup de faire un sale coup à l'avion. Il va te tordre. Ah d'accord, ok, ben c'est bien. En fait, on commence à fantasmer, mais là, c'est la résistance au changement. Et c'est un côté positif, c'est la structure neuronale commence à se déranger pour reprendre une nouvelle forme. Maintenant, c'est ce que j'appelle se relaxer, c'est qu'à un moment donné, c'est prendre acte, de manière consciente, que ça a changé. Ça a changé. Et puis je dois chercher la solution. 1900, 1905, quand Einstein débarque devant des physiciens. Il leur a dit, vous avez des particules qui viennent du cosmos. Si vous prenez la particule, vous montez dessus, à un moment donné, la particule va disparaître. Et vous n'êtes même pas arrivé au sol. Si par contre, la même particule, vous venez sur Terre, vous allez la voir, et puis il va venir exploser contre le sol. Les types, qu'est-ce qu'ils racontent? Il y a un changement de paradigme total. Je suis en train d'expliquer la mécanique quantique. C'est-à-dire, on vous dit que si vous regardez une situation de particules, vous regardez quelque chose. Quand vous vous retournez, c'est plus la même chose. En fonction, si vous regardez pas, c'est pas la même chose. C'est la fonction d'onde. Donc, il y avait deux possibilités. Dire Einstein, c'est un petit... non, attends, lui, il doit être dérangé. Ou bien se dire, attention, il a trouvé quelque chose d'important. Et qu'il va falloir chercher plus à les comprendre. Ok, chercher plus à comprendre ça. Donc, mes applications que j'ai complètement découpées, saucissonnées, vous imaginez, je suis en train de remettre en cause complètement développer des logiciels intégrés. Intégrés. Ça, c'est un autre âge. C'est les ERP, ainsi de suite. Et eux, ça les a arrangés de faire de l'intégrer. Hein. Comme ça, ils vous vendent un projet social complètement intégré. Vous achetez tout, ce que j'appelle moi le pack pot-au-feu. C'est que vous achetez tout. Même s'il n'y a pas, voilà, si vous n'avez pas, vous avez besoin juste de faire une salade de carottes. Si, vous prenez quand même 5 packs pot-au-feu, puis le reste, vous vous débrouillez avec. Ça, c'est fini. Vous achetez ce que vous voulez, vous développez vos applications complètement séparées, et ensuite pas l'hypermédia, hypermédia. Hypermédia, c'est le fait de pouvoir faire en sorte que les applications communiquent entre elles tout le temps, mais en s'échangeant la session, en passant par les soubassements de la OA, à savoir le web, HTTP, HTML, URI. Et donc toutes vos applications vont être complètement intégrées. Elles communiquent, elles sont interopérables. Et là, évidemment, si vous respectez le web, vous allez me dire, oh, la sécurité dans tout ça. Ah oui, mais sachez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de techniques de gestion de la sécurité, de propagation du jeton de sécurité. Ça aussi, c'est pris en charge par HTTP. La gestion des droits à habilitation, donc je ne vais pas vous m'attarder sur OpenID, sur OAuth, voilà, et tous ces aspects-là. Ça sera peut-être une autre fois. OK? Donc en fait, c'est simple. Synthèse, découpez à fond. Ne vous posez pas de questions. Alors attention, hein. N'allez pas me découper une application à un attribut. Hein, parce que je connais certains développeurs. Ouais, Habib, il a dit découper. Donc moi, voilà. Ça m'est déjà arrivé. Il m'a dit, ouais, mais comme un utilisateur, c'est plusieurs attributs. Donc ce qu'on va dire, on va créer un modèle, on va créer un framework hypermédia. Donc une application égale sigma égale un n de vecteur i, un vecteur étant un attribut, donc une valeur, une manière de l'afficher, une manière de le mettre à jour dans sa propre base. Et vous voulez créer un framework générique de ce type-là. Il y en a qui veulent toujours tout génériser. C'est fini avec le web, ça ne sert plus à rien de chercher l'hypergénéricité, on en a parlé, c'est l'histoire de l'escalier. Donc découper, évidemment, quel est le bon niveau de découpage? Eh bien la réponse, elle est culturelle. La culture de découpage, vous allez l'acquérir petit à petit. Le bon découpage, la bonne granularité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un Facebook devient très difficilement atteignable. Ils ont développé une culture de construction d'applications. C'est aujourd'hui Amazon, personne ne peut le suivre, ne serait-ce que sur l'ergonomie, ne serait-ce que sur, vous allez chez Amazon, ne serait-ce que sur la puissance de l'ergo. Son intelligence. Si quelqu'un veut copier Amazon, s'il lui faut 8 mois ou 9 mois pour développer son appli, Amazon aura déjà utilisé les 8 et 9 mois pour prendre encore plus d'intelligence. Donc aujourd'hui, il faut y aller vite.
Il est très très vite. Donc arrêtez de développer des applications à l'ancienne. La place du développeur dans tout ça. Il va falloir choisir. D'abord, vous allez sortir de votre grotte, aller voir des psychiatres, pour ne plus, en tout cas pour se défouler ailleurs. Ne se défoulez pas sur le code, sur les applis. Il y a des aspects nouveaux qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisateur, aujourd'hui, il a une idée sur ce que c'est qu'une application. L'utilisateur, aujourd'hui, quand il va sur Facebook, quand il va sur Twitter, quand il va sur eBay, quand il va sur Amazon, quand il va sur YouTube, quand il va sur Google Maps, il est ému. L'IHM est belle. L'expérience utilisateur est heureuse et ne demande qu'à être répétée. Oh, quand est-ce que je vais revenir faire Google Maps? Il sait que quand il va l'utiliser, c'est merveilleux. Vous touchez la souris, puis c'est d'une fluidité absolument incroyable. Avec Guillaume, une fois, on était voir un grand concurrent français. On est allé, et puis il nous dit « Google va nous tuer. Google, il a beaucoup de serveurs. » Je dis « Mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez ?» Je me suis levé, j'ai ouvert la porte. Je dis bah, « Google n'est pas là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez parler à haute voix. » Guillaume était là avec moi. Après, on a dit « Expliquez-nous votre architecture. » Et là, c'est parti. WebSphere, SOAP d'OVSDL, et en plus il y a un frontal complètement maison. Je dis bah, attendez, mais c'est normal que votre appli soit complètement visqueuse, qu'elle colle à la souris, qu'elle ne bouge pas. C'est tout à fait normal. Je veux dire, vous avez le nombre de machines que vous avez. En fait, c'est la manière de développer des applis. C'est fondamental la manière de développer des applis. On me dit qu'il faut avancer. Donc ces applications sont heureuses parce qu'ils le font. Parce qu'ils font tout pour être heureux. Parce que si l'utilisateur n'est pas content, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer. Alors que votre utilisateur, lui, il est votre esclave. Vous pouvez le fouetter, il revient le lendemain, parce qu'il faut bien qu'il bouffe. Vous voyez, il ne peut pas... je démissionne à cause de l'appli. Et après? Et ça, vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, vous donnez à bouffer n'importe quoi à n'importe qui. Je vous donne un exemple. Je vous défie. Je vous défie d'aller me trouver un site internet aujourd'hui qui répond, d'une entreprise, si prestigieuse soit-elle. La dernière fois, j'ai lancé une recherche sur un site d'une mutuelle. Et j'ai tapé devant mon client, qui s'est fâché d'ailleurs. Mais il a mis du temps. Après, il m'a dit, ah, Pipe, il faut qu'on discute. Oui, oui. Je tape devant tous les patrons. Je suis enceinte. C'est un site d'une mutuelle. Je dis, normalement, si je tape, je suis enceinte, c'est une cliente qui est enceinte. Puis normalement... il a une mutuelle, il a payé l'épiderme de l'arrière-train depuis des années. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui dise ce qui va se passer. C'était l'horreur. Les premiers textes qu'il affichait, c'était les maladies des vaches. Les techniques de vélage. Tiens, il y a un problème. Allez sur n'importe quel site bancaire. Dites « je divorce ». Normalement, si c'est vraiment des businessmen, ils vont vous dire « ah oui, vous divorcez, donc écoutez, voilà la logique, voilà les papiers remplir, voilà tout ça, pour séparer les comptes, pour créer un nouveau compte, créer tout. » Du coup, ils vont se retrouver avec 3 clients. Ah oui, l'ancien couple plus les 2. Je vous laisse regarder ce qu'il dit. Aucun document ne correspond. Pire, je veux ouvrir un compte. Aucun document ne correspond à votre recherche. Imaginez, vous arrivez dans une agence, « bonjour, je veux ouvrir un compte ». Puis il vous regarde. Par contre, des sites internet, on en sort des sites internet. Ben, je suis désolé, nous, effectivement, c'est choquant, tout ça, il faut que ça change. Puis derrière, des SS2I, on fait des sites internet, on y va, on fait du contenu, du live frais, et en fait, je clique, ça génère un truc, ça fait un site. Alors, maintenant, il va falloir choisir. Vous, développeurs, quel est l'impact ? Je tiens à mes engagements. Et il y a quelqu'un qui stresse ici. Il dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus que 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? En fait, vous allez devoir choisir, vous, développeurs. Il y a 2 grands métiers. Agriculteur ou cuisinier gastronome. Évidemment, cuisine, kebab et tout ça, c'est fini. Hein. D'accord? Il va falloir de la cuisine gastronomique pour que l'utilisateur revienne. D'accord, même si des kebabs, il faut que ce soit quand même gastronomique. Hein, donc en fait, il y a 2 métiers. Bâtir des services
hyper intégrable, hyper interopérable, qui discute sémantique HTTP, qui respecte parfaitement la sémantique HTTP. Idempotent, safe quand il le faut, unsafe quand il le faut, stateless, complètement scalable infiniment horizontalement. C'est un métier à part. Publier des API. Et ensuite, il y a un autre métier, mais complètement différent, qui est le cuisinier. Celui qui va consommer ses ressources. Celui qui va consommer ses services. Celui qui va les mettre en valeur. Ça s'appelle les frontistes. C'est HTML, c'est JavaScript, c'est CSS, c'est Canvas, c'est Ajax, c'est l'ergonomie, c'est le design. C'est un autre métier. Évidemment, il y aura toujours des génies, voilà, des gens que j'admire, comme Guillaume, comme Maxime, comme Gwenaël, qui vont, eux, maîtriser la chaîne de bout en bout. Et ça reste des exceptions. Là, c'est Marc Vera, si vous le connaissez, qui effectivement maîtrise toute la chaîne. Il est capable effectivement d'aller du produit jusqu'à l'assiette. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup.